Bonjour à tous et toutes, merci beaucoup pour ce temps. J'entendais beaucoup la question des compétences qui étaient dévolues à chacune des collectivités. Je me disais juste en 30 secondes vous dire un petit peu ce qu'est un département. Parce que depuis en fait une loi de 2015 qui s'appelle la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, loi NOTRe, il y a eu un peu une redistribution des cartes. Donc aujourd'hui un département, conseil départemental, ça s'appelle un conseil général jusqu'à cette loi. Ça s'occupe majoritairement des questions de social et de solidarité. On s'occupe des petits bébés, on s'occupe de l'enfance qui est menacée, on s'occupe des personnes âgées à travers l'aide à domicile, les EHPAD, etc. Et ça prend à peu près la moitié de nos effectifs. On s'occupe aussi des collèges, et donc des collégiens, de toute une politique de citoyenneté, la culture, le sport, le patrimoine. Et puis la partie dont je m'occupe de façon plus directe en tant que DG à territoire et mobilité, on a des compétences sur des objets spécifiques qui touchent à l'aménagement des territoires, au premier rang desquels celles que vous connaissez bien, qui sont les infrastructures routières départementales. Donc on est gestionnaire de tout le réseau routier départemental ici. On est gestionnaire du port de Port-Vendre ici. On est gestionnaire également des grands barrages, ce qui fait qu'on s'intéresse pas mal aux questions d'eau, puisqu'on est partie prenante de par notre qualité de gestionnaire propriétaire de ces deux barrages et puis de Villeneuve-de-la-Raho de cette question-là. On s'occupe d'environnement, à la fois de façon accompagnement des politiques publiques portées par les collectivités, communes, interco, et aussi à travers un certain nombre d'objets, notamment la réserve marine Cerbère-Banyuls, par exemple le site classé des Bouillouzes, il y en a un certain nombre comme ça. On s'occupe aussi d'agriculture, tout ce qui est gestion du foncier agricole, les aménagements fonciers agricoles, la question de la remise en culture de terres incultes, ce genre d'éléments, et de coopération territoriale. À l'échelle européenne, beaucoup de projets qui sont faits avec notamment nos collègues catalans en Espagne au sud, mais également avec les territoires à l'intérieur du département, et on apporte un très fort appui au bloc communal au sens large, que ce soit les syndicats mixtes de bassin versant dont on a parlé, les communautés de communes, etc. J'y reviendrai. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée. La démarche dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une démarche qui a un peu d'intérêt collectif. Elle n'est pas liée spécifiquement à une compétence ou une obligation, pour reprendre un petit peu les termes que François-Xavier évoquait tout à l'heure. C'est plutôt simplement qu'on a des éléments qui attestent que, comme je le dis là, le département des Pyrénées-Orientales est clairement aux avant-postes des conséquences du changement climatique sur tout un ensemble de registres à l'échelle du territoire français, à l'échelle de la façade méditerranéenne. Et donc, on a un intérêt à essayer de faire que nous, en tant que département, à travers nos politiques publiques, mais plus largement tous les acteurs du territoire, qu'ils soient privés, que ce soit des institutionnels, que ce soit des collectivités, prennent en charge, poursuivent, accélèrent. Évidemment, on ne part pas de zéro, on n'a pas inventé tout d'un coup les difficultés et la façon de les résoudre, on l'a vu dans la présentation préalable, mais se prennent en charge pour essayer d'adapter à la fois l'aménagement du territoire et l'ensemble de ses usages et la façon de l'habiter. Et de ce point de vue-là, la première chose qu'on a souhaité faire, c'était de partager le plus largement un diagnostic qui soit le plus factuel et précis possible à une échelle locale. Et je voudrais en profiter là pour remercier très chaleureusement, par exemple, une association comme Mare Nostrum qui organise un colloque de ce niveau, qui nous a permis à la fois d'être inspirés et puis d'être mis en relation avec un ensemble de scientifiques, d'experts, avec lesquels on a pu échanger, qu'on a pu faire venir parfois, et qui a été vraiment un élément important et avec lequel on collabore maintenant depuis 3 ans que je suis là, et plus largement depuis les 7 années que vous avez lancé ce colloque, si je me souviens bien, 2018. Je voulais aussi souligner, juste à ce moment-là, un deuxième élément de remerciement, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en plus de nos métiers quotidiens, de nos obligations. On a tout un ensemble de choses qu'on doit fournir en termes de services et de responsabilités. Et donc ça repose sur quelques personnes au sein de la structure, et notamment 2 personnes, dont la chef de projet Nadine Villarraza dans la salle ici, et puis Florent Martige, qui est le responsable de la direction dans laquelle elle œuvre. Et puis pas mal de personnes qui, à côté de leurs travaux, consacrent du temps pour nous aider à réussir à mettre sur pied l'ensemble de ces éléments. Donc, partir sur une base factuelle. Et deuxième élément, c'était de se dire, OK, on est touché avant les autres, mais essayons de faire un peu de judo avec cette difficulté et de profiter de ce que tout le monde nous regarde. Par exemple, la sécheresse très dure qu'on subit depuis 3 ans fait qu'on a fait la une de la presse nationale et elle se poursuit encore, là, malheureusement. Et donc, c'est l'idée qu'il y a des personnes, des universitaires, des entreprises, des experts qui sont intéressés, en fait, à venir nous voir et éventuellement à collaborer parce que, finalement, à la fois, on est intéressant parce qu'on ne ressemble pas aux autres et on
ressemble probablement à ce que certains autres territoires vont connaître ultérieurement. Donc ce qu'on peut tester ici, voir ici, comment sociétalement, comment techniquement les choses se passent, comment ça réagit, ça pourrait être extrapolé, ça pourrait être répliqué éventuellement pour améliorer la prise en compte de ces gestions à d'autres endroits. Et c'est de là que vient l'idée de faire du territoire du département des Pyrénées-Orientales un laboratoire de solutions, pas au sens, nous, institution départementale, mais bien essayer de mettre un peu en vitrine tout ce que l'on fait, de bien, de moins bien, et être assez sûr pour dire on est prêt à travailler un peu à livre ouvert, y compris sur ce qui fonctionne moins bien, puisque l'idée étant de progresser collectivement. Du point de vue du département au sens strict, le souhait, et la présidente, en venant dire quelques mots au début de ce colloque l'atteste, c'était d'être un peu une des collectivités pilotes, en mobilisant tous les leviers internes et en allant chercher le maximum d'acteurs pour adapter le territoire et les usages, comme je le disais. L'idée étant de faire un peu une fédération, enfin de fédérer une forme de communauté labo-PO où chacun donne à voir et finalement fait la courte échelle à l'autre pour avancer. Quelques mots sur le département en tant que territoire aussi. Alors, vous l'habitez sans doute tous, mais peut-être d'autres personnes, soit dans la salle, soit qui regarderont cette vidéo, ne le connaissent pas bien. Les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, je vais les ajuster. C'est important de se dire, on a un petit département en termes de population. On vient de passer 500 000 habitants au 1er janvier. On a un département pauvre. On est sur un revenu annuel moyen qui est 30% inférieur au revenu annuel moyen français et inférieur au revenu moyen occitan. Très fort taux de pauvreté, plus de 20% de taux de pauvreté. Perpignan, on a plus de 30% de taux de pauvreté. C'est important à l'avoir en tête parce qu'en termes de capacité d'adaptation du territoire et d'une population, c'est des éléments qui sont fondamentaux à prendre en charge. Par exemple, on sait que l'eau en moyenne est moins chère, l'eau que vous payez au mètre cube, que dans le reste du territoire. Mais augmenter l'eau quand on fait face à cette population-là, ça veut dire que pour toute une partie, il faut assez rapidement réfléchir à comment on peut faire. Même chose sur la capacité qu'on a à mieux financer ce type de service à travers les redevances, par exemple. Autre point très important à avoir à l'esprit, les deux piliers principaux de l'économie du département sont premièrement le tourisme, deuxièmement l'agriculture et les activités agroalimentaires. L'un comme l'autre sont très sensibles aux conséquences du changement climatique. L'agriculture de façon évidente, les rendements chutent de façon extrêmement forte, les plantes meurent, les élevages n'ont plus à se nourrir suffisamment, en tout cas dans des sécheresses comme on les a connues là. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, ça veut simplement dire que le rythme d'adaptation est extrêmement fort. Deuxième chose, le tourisme. On parle là, vous l'avez vu, du tourisme balnéaire très largement, mais c'est vrai aussi du tourisme de montagne. Tourisme balnéaire, des questions de chaleur, des questions de diminution, de recul du trait de côte, comme c'était évoqué, sont des éléments clés. On a à peu près 9 millions de touristes par an chaque année sur la côte. On en a plus de 4 millions dans les montagnes. Donc c'est aussi quelque chose qui touche l'intégralité du territoire départemental et qui doit être pris en charge et regardé. Pour ce faire, on a organisé au sein de l'institution départementale dans le courant de 2024 une approche qu'on a souhaité la plus concrète et la plus tangible possible. Le souhait, c'était de réussir à souligner à quel point en fait le changement climatique était quelque chose qui était déjà présent, qui s'incarnait dès aujourd'hui sur des éléments qu'on pouvait mesurer, attester. C'est-à-dire on n'était pas dans les projections, ça a été dit dans certaines des conférences, mais déjà simplement en regardant ce qui se passe depuis 50 ans, souligner comment les événements avaient évolué, première chose. Deuxièmement, on a choisi, et c'était vraiment une vertu pédagogique, de rentrer par les risques, parce que les risques naturels sont des éléments assez fréquents dans le climat méditerranéen et qui sont transformés ou modifiés en fait par les conséquences du changement climatique localement, et ça permettait là aussi d'ancrer, j'allais dire mentalement, auprès des personnes, des habitants, le caractère très concret de la réalité de ce qui était en train de se passer. Ce qu'on avait par exemple il y a 30 ans, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on aura dans 10, 15, 20 ans, parce qu'on parle de pas de temps assez rapide. Et troisième chose, le souhait, c'était, et je vais vous rappeler rapidement comment se déroulaient les journées, je reviendrai ensuite sur les journées, c'était de les ancrer sur des morceaux de territoire. Je vois Samuel Molly qui est dans la salle, qui nous avait accueillis à la commune de Saint-André pour le risque incendie par exemple, avec l'idée précisément qu'il fallait au milieu de ces journées pouvoir faire à chaque fois un retour d'expérience pour montrer comment ça s'était passé, qu'est-ce qui était différent et comment justement, par exemple, les élus locaux, les habitants avaient agi, réagi, et vous aurez l'occasion de voir ce qu'il va nous présenter sur la question de Saint-André en particulier.
Chacune de ces journées, elle était à la fois une partie diag, une partie action, pour justement ne pas simplement avoir quelque chose qui gèle, enfin qui j'allais dire, inhibe toute forme d'action, parce qu'on prend juste une masse d'informations assez édifiante quand on voit l'accélération des transformations. Je vais vous les présenter, hein, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et donc, on commençait toujours par des interventions de scientifiques et d'experts, dans une logique d'entonnoir, c'est-à-dire on présentait quelque chose assez large, échelle planétaire. Le changement climatique, pourquoi ça a des conséquences chez nous? Ça a des conséquences évidentes, mais un peu plus précisément, d'où ça vient, quels sont les grands phénomènes à l'œuvre. Et ensuite, on zoomait dans cette logique d'entonnoir avec une précision plus fine sur qu'est-ce que ça voulait dire sur le territoire des Pyrénées-Orientales, en entrant par le risque qui nous intéressait pour donner une coloration un peu tangible et avoir finalement un indicateur de choses qu'on pouvait s'imaginer. Deuxième chose, on allait toujours faire des visites de terrain. Donc là, je prendrai comme exemple notamment celle qu'on avait fait avec François-Xavier et Grégory Agen. On était allé justement regarder les questions de recul du trait de côte avec eux. Ensuite, on revenait et pour montrer déjà qu'on ne partait pas de zéro, nous, comme toutes les autres collectivités, les autres structures, on a déjà des politiques de prise en charge, d'adaptation. Et donc, on a fait des petites vidéos en fait, qui permettaient de rappeler en 2-3 minutes qu'est-ce qu'on faisait, que chacun finalement soit au même niveau. Ensuite, un petit quiz simplement pour à la fois que tout le monde se reprenne après le déjeuner qui était là aussi pour avoir des échanges informels. Et systématiquement, on concluait ces journées par des discussions par table autour de cartes solutions qui avaient recensé la totalité des solutions possibles, quel qu'en soit le porteur, privé, public, quelle que soit la compétence des collectivités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire qu'on les ait jugées bonnes ou mauvaises, pour précisément que les personnes puissent poser des questions, qu'il n'y ait pas de mauvaises questions, parce que parfois, je sais pas, la presse va tout d'un coup dire c'est super, on a trouvé quelqu'un qui peut installer, c'était le cas il y a 2-3 mois dans l'Indépendant, une usine pour réussir à capter l'eau qu'on peut condenser au moment du point de rosée et on va résoudre le problème de l'eau. C'est vrai, ça existe. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport au volume qu'on a là? Est-ce que c'est quelque chose qui est adapté? Est-ce que c'est quelque chose qui répond à nos problèmes? Souvent, il y a des solutions et les gens ils cherchent le problème auquel ça veut répondre. Nous, on était bien dans l'autre démarche. Donc l'idée, c'était que les gens puissent avoir cet échange et les gens en question, et je finirai là-dessus la présentation, c'était donc nos élus qui étaient en totalité invités. Plus de la moitié sont venus sur les 4 journées qui prenaient quand même des journées entières, donc un fort intérêt. Et l'idée était aussi d'aller chercher justement, pas uniquement les gens qui s'intéressent à la chose environnementale, à l'aménagement, parce que la totalité en fait des métiers, qu'ils soient au département ou ailleurs, sont concernés. La personne qui s'occupe de petite enfance, elle a des questions si à un moment on a un blackout qui arrive, si on a une canicule forte qui arrive. Et donc ça ne veut pas dire qu'elle va tout d'un coup changer radicalement son affaire, mais il faut que ce qui était aujourd'hui une gestion de crise passe dans des routines quotidiennes à un horizon 10-15 ans. Si je viens un petit peu plus précisément pour information, voilà par exemple les intervenants majeurs, j'allais dire, qui étaient donc sur les 4 journées. Certains sont intervenus dans Mare Nostrum et j'ai eu l'occasion de les rencontrer à cette occasion. D'autres viennent du national, du local. Et pour être un petit peu plus précis simplement sur donc, les 4 journées, on a fait une journée incendie à Saint-André où il y a eu un large incendie. On a fait une journée en sécheresse il y a un petit peu plus d'1 an à Planaise, dans la vallée de l'Agly, commune qui a été alimentée pendant plus d'1 an par camion, parce que simplement il n'y avait plus accès à de l'eau potable dans les forages qu'elle avait jusqu'alors. Il faut imaginer 1 an dans une petite commune de camions pour alimenter le coût, au-delà du problème j'allais dire simplement hydraulique que ça représente. On a fait donc une journée érosion-submersion à Argelès et une visite de terrain donc au-dessus, sur les hauteurs du Racou, pour avoir à la fois un regard côte sableuse, un regard côte rocheuse. Hein. Et on a fait une journée inondation qui était prévue avant l'été, puis il y a eu la dissolution avec tout ce qui s'en est suivi. Et donc on s'est retrouvés à Toreil et on est allé faire des visites du côté de l'Agly, notamment à un endroit où la digue de l'Agly avait cédé en 2013 lors des inondations de cette année-là. Vous retrouverez la totalité de ces éléments, c'est pour ça que je voulais revenir à cette diapo, sur le site du département. Donc normalement, si j'appuie là, évidemment, ça ne marche pas tout à fait, on va y arriver comme ça, voilà. Si je viens ici, ça doit marcher, voilà. Donc vous avez ça dans les projets du département. Vous retrouverez des vidéos qui expliquent un petit peu la démarche. Vous retrouverez donc le chaînage des différentes journées et les orientations que je vais vous présenter rapidement sur l'année 2025, les principaux enseignements et puis le détail de chacune des journées. Donc par exemple, si on va sur la journée érosion-submersion marine, ici, voilà, vous retrouvez où elle s'était située, à Argelès-sur-Mer, j'essaie de ne pas trop m'éloigner du micro. Et vous allez avoir les intervenants, leurs présentations. Donc là, on avait Yann Balouin du BRGN, Nicolas Robin et Sylvain Rode de l'Université de Perpignan. Les petites vidéos qu'on a construites à cette occasion. Les experts de terrain. Donc là, vous en reconnaissez un, même s'il a des lunettes de soleil, il était ici jusqu'alors. Et François-Xavier était présent également, qui nous ont fait le coup des drapeaux. Voilà.
C'était bien pour nos élus. Et aussi donc l'Obscat qui était présent avec Provence Lanzelotti qui était là les premiers jours. Voilà, c'était juste pour vous dire, vous pouvez aller chercher toute cette ressource documentaire. On avait également une couverture par l'Indépendant et on avait en fait un tiré à part à chaque week-end de 16 pages qui reprenait les principaux enseignements de ces journées pour lui donner justement une portée plus grand public, sachant que c'était à dessein dans cette première séquence, orienté vers nos élus, la direction générale et les membres du cabinet, parce qu'il y avait simplement un besoin de prise de connaissance et d'alignement de la façon de réagir à la densité de ce qu'on allait leur présenter. Je reviens sur, si j'arrive à retrouver, voilà, je pense qu'il faut que je ferme ça ici. J'espère que ça ne va pas tout casser. Voilà. Et si on m'a tout bien expliqué, toc, incroyable. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on a présenté dans ces journées. Donc je vais revenir à un niveau de vulgarisation et de généralisation très très fort. Donc ça va être très 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 facile. Je serais ravi d'avoir des éléments de correction par les ceintures noires du changement climatique qui sont membres de ce colloque. Mais par ailleurs, pour les gens qui sont en ligne ou éventuellement certains d'entre vous, ça permet juste de remontrer les bases. Et c'est aussi comme ça en fait qu'on le présente aujourd'hui. Donc c'était vraiment où est-ce que l'on est, où est-ce que l'on va, conséquences déjà visibles, qu'est-ce qu'on a déjà comme solution dans la besace et qu'est-ce qu'on va avoir demain et quelles solutions on peut privilégier. Donc les principaux enseignements, première chose, je vais aller assez vite sur ces diapos qui sont maintenant, je pense, assez bien connus. Le changement climatique est la conséquence de l'effet de serre que l'on force de façon extrêmement puissante par l'activité anthropique depuis la révolution industrielle. Néanmoins, l'effet de serre est quelque chose qui est fondamental à la présence simple de la vie sur Terre. Grâce à l'effet de serre, on a environ 15 degrés en moyenne, toutes régions, toutes saisons confondues. Qui nous permet donc d'avoir une habitabilité sans effet de serre du tout. On aurait moins 18 degrés. Donc la question, elle n'est pas l'effet de serre, est-ce que c'est un problème? C'est connu, ça a été rappelé par Guy Brasseur dans les premières conférences de mercredi, depuis maintenant le 19e siècle. C'est simplement la compréhension de ce que ça veut dire, de le renforcer et finalement d'augmenter le pouvoir isolant, ce n'est pas le terme approprié, mais le pouvoir isolant de cet effet de serre qui fait qu'on accumule de l'énergie et qu'on augmente la température progressivement du système Terre. J'utilise souvent l'image de l'édredon sur le lit, quoi. C'est comme si on mettait un édredon de plus en plus gros, on transpirerait de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel équilibre qui se forme, mais peut-être qu'on transpirera tellement qu'on aura beaucoup trop soif. La Terre, c'est un petit peu la même chose, c'est le graphe du bas, on a un risque de déséquilibre et pour l'instant, on continue en fait de rajouter de l'effet de serre avec des émissions. Et donc, la question est de voir quand est-ce qu'on peut l'arrêter et où est-ce que ça nous emmène. J'aime beaucoup aussi utiliser ce graphe dans les présentations qui avait été présenté par Élodie Magnanou pour la première conférence. Je l'avais entendu ici et je le trouvais extrêmement pédagogique sur 3 aspects que je vais vous indiquer jusqu'ici. Ce graphe, il a pour particularité d'avoir donc sur l'horizontale, sur l'abscisse, une échelle de temps qui s'accélère. Donc au début, vous voyez, on est en dizaines de millions d'années, puis on est en millions d'années sur le deuxième carré, on est ensuite en centaines de milliers d'années, en dizaines de milliers d'années, et ensuite on est en années entre 1850 et 2300 à peu près. Ce qu'il faut comprendre à travers ce graphe, c'est que les projections de ce que l'on a comme amplitude de réchauffement montrent que si on remonte 60 millions d'années en arrière, on est sur un rythme de réchauffement d'une brutalité totalement inouïe à l'échelle de la planète. On considère qu'aujourd'hui, on est sur une pente de réchauffement de près de 5 degrés sur un siècle, et sur la totalité de notre connaissance, soit par carottage, soit par modélisation sur des historiques encore plus anciens, on n'a jamais dépassé au mieux 0,01 degré de réchauffement par siècle. Ce qui veut dire que l'adaptation de l'ensemble du système Terre n'a jamais connu en fait la brutalité de cette transformation des conditions de son habitabilité. Pas que les humains, la totalité en fait du vivant. C'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante à travers ce graphe, c'est que si on remonte, donc vous voyez le 300 pour 300 000, 1 million, 3 millions d'années, si on remonte à 3 millions d'années, c'est à peu près les premiers australopithèques, Lucie, on se rappelle, etc. Et qu'on avance, on se rend compte qu'en fait, les températures qu'on pourrait connaître à la fin 2100, degrés, 2 degrés 5, 3 degrés, n'ont jamais en fait été rencontrées ni par des hominidés, encore moins par des homo sapiens. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas une solution, mais en tout cas, on peut, à aucun moment, quelqu'un qui vous dirait « on a toujours su s'adapter », cette phrase n'est fondée puisque l'espèce humaine n'a jamais habité une planète qui est à ce niveau de température. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'on n'en a aucune idée. C'est la deuxième chose qui est assez intéressante. La troisième chose que je trouve particulièrement marquante sur ce graphe, on voit que le climat a toujours changé.
pas de doute, pas sur les mêmes vitesses, mais il a toujours changé. On sait aujourd'hui que c'est un forçage anthropique, c'est sûr, sur ce pas de temps, il n'y a pas de problème, on sait que c'est 95-98% lié à l'activité humaine. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les 10-15 000 ans qui précèdent le réchauffement qu'on a commencé à enclencher, on avait une relative stabilité du climat. En fait, à la fin de la dernière glaciation, qui finit à peu près à moins 18 000, on a une stabilité du climat, et c'est le moment où l'homme peut se sédentariser, parce qu'il arrête de courir finalement pour trouver des conditions de vie correctes, et se sédentarisant, c'est là où il peut installer une agriculture, de l'élevage, une industrie, et donc croître. Et donc cette question-là, de la stabilité du climat, on en sort, et vous avez sans doute retenu dans pas mal des présentations qui ont été faites, que la question du changement climatique, il faut bien la comprendre aussi comme un dérèglement, c'est-à-dire que c'est une instabilité très forte du système. On a mis plus d'énergie, ça se coud, et ça a plein notamment d'amplification des événements extrêmes, d'où l'intérêt pédagogique de passer par les risques. Ce que j'aime bien aussi expliquer aux élus, c'est d'essayer de trouver deux choses. Un motif de comparaison pour savoir si les 2, 3 ou 4 degrés dont on parle, c'est beaucoup. Parce que quand on pense à la température météo, ça veut évidemment rien dire. Il faisait, même là, en plein dôme de chaleur, il faisait quand même 28 degrés ce matin à Perpignan, et il fait 40 maintenant. Donc on s'est dit, on a pris 12 degrés, 4 degrés, c'est rien. Ce qui est intéressant, juste pour, à nouveau, c'est une illustration qui est plus... qui n'est pas scientifique, mais quand on avait 4,5 degrés ou 5 degrés de moins que la température pré-industrielle, on était dans la dernière ère glaciaire, les océans étaient 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et on avait l'ensemble de l'Europe du Nord qui était couvert par les glaces. On pouvait aller en Grande-Bretagne, en Irlande à pied, parce que les océans étaient plus bas. Donc ça, on sait, parce que c'est l'histoire, que 4-5 degrés de moins, c'est la dernière glaciation avec ses corollaires. 4-5 degrés de plus, on ne sait pas, puisqu'on n'a jamais été là en tant qu'espèce humaine, mais on voit que ça joue beaucoup sur les conditions d'habitabilité. On sait que ça les transforme beaucoup. Donc ça permet quand même de se dire, ok, c'est pas rien, c'est pas à 4 degrés comme je mets un petit pull, quoi. La deuxième chose qui est intéressante, c'est où est-ce qu'on est finalement en termes d'efforts et de projection. Donc ça a été dit plein de fois, j'aime bien ce graphe, c'est sorti évidemment des différents rapports du GIEC. Il montre en fait en ordonnée, donc verticalement, c'est les émissions en gigatonnes d'équivalent CO2. Donc c'est tous les effets de serre, tous les gaz à effet de serre qu'on émet chaque année. Donc ça commence en 2000, ça va jusqu'en 2100. Et on se rend compte que voilà, début des années 2000, la planète, l'ensemble des activités humaines, on émettait un peu plus de 40 gigatonnes chaque année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a continué d'augmenter depuis. On était à 40 en 2020, là on approche les 60 en ce moment, on a dû passer à 57, 58, et 2024 était plus élevé que 2023, 2025 sera plus élevé que 2024, etc. Il y a des pays qui baissent un peu, il y a des pays qui augmentent un peu, ce n'est pas les mêmes conditions pour tout, mais on continue en fait d'augmenter ce caractère isolant de l'effet de serre. Et il faut bien comprendre une chose fondamentale, c'est que l'effet de serre, ce n'est pas une question de flux, c'est-à-dire, ce n'est pas j'arrête d'émettre des gaz et ploum, le climat redescend, c'est une question de stock. On stocke des gaz à effet de serre qui ont une durabilité très longue. Donc le climat qu'on est en train de modifier là, si on arrêtait la totalité des émissions aujourd'hui, on l'aurait pour 3, 4, 500 ans. Et c'est ça qui est important, c'est que tout ce que l'on fait aujourd'hui, en fait, aura un effet de permanence. Donc on ne peut pas constamment dire on trouvera la solution demain. Parce qu'à un moment, simplement, enfin, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Tout ce qu'on fait, on le capitalise, et c'est finalement, on monte une marche, on monte un escalier, on monte la marche suivante. C'est pas une... faut bien imaginer, et c'est quelque chose aussi qui est important de souligner, on n'est pas dans une crise climatique, on est dans un changement climatique. Ce n'est pas une crise, ensuite la crise, c'est on revient à l'état initial qu'à l'état normal. C'est un changement, et à chaque fois, on va vers un climat qui est différent. Autre point qui est intéressant, donc le noir, c'est la réalité des émissions. Ce que vous avez ensuite à droite, vous voyez en vert, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme baisse des émissions pour rester à 2 degrés, accord de Paris. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour rester en bleu, accord de Paris plus 1,5 degré, dont on sait aujourd'hui qu'on ne l'atteindra plus, puisqu'il restait à peu près 120 gigatonnes à ne pas mettre dans l'atmosphère, et que vu qu'on en émet à peu près 60 chaque année, on ne va pas réussir à ne pas les mettre, et on sait que même si on dépasse, on n'arrivera plus à y revenir. Ça a fait débat un petit peu dans les 2-3 dernières semaines dans la communauté scientifique élargie au grand public. Aujourd'hui, on est sur la ligne rouge, qui correspond en fait aux politiques en vigueur. Il ne faut pas être trop négatif. S'il n'y avait pas eu Rio en 92, les conférences des partis, on n'en serait pas là, ce serait pire. Je veux dire, vraiment, il faut bien quand même prendre ça en charge. Ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui est là, nous aurait emmené sur une situation beaucoup plus dramatique. En revanche, on voit qu'on est sur des politiques où on arriverait à faire plafonner plus ou moins les gaz à effet de serre, mais on continuerait donc à en émettre à peu près 60 gigatonnes chaque année. Et cette trajectoire rouge-là aujourd'hui, elle nous emmène sur une planète à au moins 3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié sur la base des scientifiques, de ce que disent les scientifiques, de réchauffement catastrophique, parce qu'on ne saura pas s'adapter, premièrement partout, il y aura des espaces qui ne seront plus habitables, et j'avais un troisièmement que j'ai oublié en chemin. Mais c'est ça qui... Et donc la question, elle est bien dans les petits pointillés au milieu, c'est comment on peut faire pour
éviter d'arriver dans une zone en fait, où on ne pourra plus s'adapter. On s'adapte, on va devoir s'adapter, mais il y avait un glaciologue qui a vu cette formule que j'aime bien parce qu'elle bascule les deux, c'était gérer l'inévitable et éviter l'ingérable. Et donc c'est bien là-dedans qu'il faut qu'on poursuive sur la partie atténuative, en tout cas notre travail. De ce que l'on a appris aussi des différentes conférences, c'est que ce n'est pas du tout qu'une question de température. On met plus d'eau dans le système, plus d'énergie dans le système, ça a des effets extrêmement majeurs sur toutes ces composantes et notamment sur le grand cycle de l'eau. Hein, ça a été rappelé par tous les scientifiques qui sont passés là. Pour une façon simple de le comprendre, c'est que 91% en fait, de l'énergie produite en plus par l'augmentation des gaz à effet de serre est captée par les océans. Donc l'océan c'est immense, donc ça ne se réchauffe pas vite. Néanmoins, c'est lui qui capte la totalité et l'océan étant plus chaud, il évapore davantage et donc ça contribue à changer en fait les grands courants de circulation, le niveau d'évaporation de l'eau, etc. Et deuxième chose, on le reverra et ça a été dit dans une des questions mercredi ou jeudi, une atmosphère qui est plus chaude d'1 degré a besoin pour s'équilibrer de 7% d'humidité en plus. Donc la répartition de l'humidité dans l'air, au-delà de sa forme liquide, change avec le changement climatique. On le voit dans ces 3 planètes qui sont là aussi sorties des rapports du GIEC. C'est des planètes, non pas en projection temporelle, c'est des planètes, en fait, comment les modèles nous donnent à voir quelle serait la répartition des températures au-dessus et quelle serait l'évolution en pourcentage par rapport à aujourd'hui du sec et du chaud en dessous sur la planète à 1,5 degré, donc c'est la colonne de gauche, c'est en gros la planète aujourd'hui, la planète à 2 degrés, colonne centrale, la planète à 4 degrés, tout à droite. Sur les températures, rapidement, gardez juste en tête qu'on voit bien à quel point les continents se réchauffent plus vite que les océans, l'Europe en particulier se réchauffe assez vite, et les pôles se réchauffent très très vite, avec des conséquences assez fortes, notamment sur les banquises, qui peuvent, comme le Groenland au nord, comme l'Antarctique au sud, ça a été aussi discuté dans les derniers points, être des éléments de point de bascule qui fait qu'on ne veut pas aller trop loin dans le réchauffement. En bas, c'est les précipitations et leur augmentation quand elles sont donc plus vers les verts foncés ou leur diminution en pourcentage quand on est plus sur donc d'abord du beige, puis du marron foncé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le trait qui part des Caraïbes vers donc l'Espagne, qui montre bien qu'au fur et à mesure, on aura un climat méditerranéen qui sera de plus en plus sec, de plus en plus chaud au-dessus, mais aussi de plus en plus sec. Et ça, pour le coup, il n'y a pas d'incertide. Autant on ne sait pas très bien, par exemple, parce que la France au nord sera plus humide, au sud sera plus sec, et on ne sait pas très bien où sera la limite. Et il y a des incertitudes, en tout cas que nous reportent les scientifiques. Autant la partie méditerranéenne, il n'y a pas de doute sur la tendance. J'utilise ce graphe, et j'en finirai par là sur les grandes généralités, juste pour aussi, et ça a été rappelé, toucher du doigt, c'est ici, c'est maintenant, et ça concerne nous, notre génération et les générations qui sont en place. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, j'imagine que je décéderai vers 2060, quelque chose comme ça, je vais connaître déjà des conditions de transformation incroyables, qui ont déjà eu lieu pour une part, mais qui étaient jusque-là, qui ne nécessitaient pas d'adaptation forte, donc on ne s'en est pas bien rendu compte, et on a un cerveau très adaptatif. Et donc les jeunes adultes ou les enfants connaîtront, et encore plus leurs enfants, la projection à 2100 et au-delà. Donc c'est quelque chose vraiment qui est d'un intérêt immédiat. On n'est pas en train de faire quelque chose pour dans 25 générations avec une incertitude, quoi. Maintenant, on s'intéresse plus précisément sur les PO. Et donc sur les PO, je vais vous brosser en quelques diapos à chaque fois les principaux enseignements ou les choses qui m'ont marqué en fait, sur ce qui est intéressant de retenir. Premier point qui est propre un petit peu à toutes les approches risques naturels que j'ai évoquées, ça c'est juste en fait la courbe sortie de Climadiac que présente Météo France en ligne pour le Languedoc-Roussillon. Donc on voit bien l'accélération autour des années 80, en bâtonnet c'est la réalité des températures, et puis après il y a les projections, scénarios très optimistes, scénarios modérés, scénarios très pessimistes. Le seul truc à retenir de ça, au-delà des chiffres et des tendances, c'est que le Languedoc-Roussillon évolue comme la France. Donc quand on dit la France, en gros c'est ça, le Languedoc-Roussillon en température moyenne, l'évolution, on est exactement dans le même pas de temps, on a réchauffé à peu près de la même façon depuis l'ère pré-industrielle, à peu près 1,7 degré. Et en revanche, comme on a un climat méditerranéen sur toute la partie littorale, on a une composante de variabilité saisonnière et de modulation des précipitations et de niveau de précipitation qui est très différent. Sur la partie sécheresse, donc quelles sont les caractéristiques des sécheresses actuelles et futures et comment on peut se projeter? Là, je vais juste mettre... Alors, je ne sais pas si je peux faire pause avec ça. L'eau est l'essence... Hop, si. On a fait, et je vais vous projeter juste celui-ci, au-delà des petites vidéos qui présentaient les actions du département à date, on a réalisé des tas de petits outils
qui permettent de sensibiliser, de prémâcher un petit peu la compréhension de différents phénomènes. Donc là, j'ai juste un exemple qui présente comment le système hydrologique du département fonctionne. Ça dure moins de 3 minutes. Et donc, on a plein de petites choses comme ça qu'on réutilise et qu'on va continuer en fait de développer pour les mettre à disposition de chacun, pour qu'il puisse les utiliser aussi dans ces différents cercles. Voilà. Je vous le laisse 3 minutes. L'eau est l'essence même de la vie. Ici, dans les Pyrénées-Orientales, elle fait vivre les milieux aquatiques et leur diversité d'espèces dans le Desman des Pyrénées ou la truite de la Carrança. Ces écosystèmes jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, essentielle face au changement climatique. L'eau n'est pas seulement vitale pour nous, mais aussi pour la nature. Chaque année, nous prélevons environ 300 millions de mètres cubes dans les milieux naturels. Ces prélèvements sont utilisés à 20% pour l'eau potable et les activités économiques, et à 80% pour l'irrigation des terres agricoles. Cette eau d'irrigation revient cependant pour une part vers les milieux naturels. D'où vient l'eau dans les Pyrénées-Orientales? Les bassins versants des 3 principaux fleuves de l'Agly, de la Tête et du Tech couvrent 80% du territoire. Ces fleuves sculptent les 3 vallées qui définissent la région, se dirigeant vers la plaine du Roussillon et la Méditerranée, où ils rejoignent le Réard. Le Sègre et l'Aude complètent dans les Hauts-Cantons le paysage hydrographique. Sous la surface, 2 nappes souterraines se distinguent dans la plaine. Près de la surface, les nappes du Quaternaire, en interaction avec les cours d'eau, contrastent avec les nappes du Pliocène, plus profondes et isolées. L'eau est très pure dans ces nappes profondes, ce qui favorise leurs usages pour l'eau potable, mais leur recharge est lente, en dizaines d'années. Elles sont ainsi menacées par la surexploitation et la salinisation par la pénétration de l'eau de mer. À côté de ces grandes nappes, le département abrite de plus petits réservoirs souterrains. Parmi eux, le karst des Corbières se distingue, alimentant à la fois l'étang de Salz-le-Cat et les nappes profondes du Pliocène. Dans une large mesure, ce système hydrologique coïncide avec les limites géographiques du département. Ainsi, l'eau disponible dans les Pyrénées-Orientales, en surface comme dans le sous-sol, c'est avant tout les précipitations qui y tombent et y sont tombées. Dès lors, dans un contexte climatique majoritairement méditerranéen, où les étés sont chauds et secs, le stockage et le transport de l'eau deviennent des enjeux cruciaux, surtout pour l'agriculture et le tourisme. Le stockage le plus important est le stockage naturel dans les lacs, les zones humides, les sols, les nappes souterraines et sous forme de neige en hiver. Artificiellement, l'eau est aussi conservée dans des barrages et des retenues et acheminée via un réseau dense de canaux. En complément des barrages hydroélectriques des Hauts-Cantons, le département s'est lancé depuis les années 70 dans un vaste projet d'ingénierie hydraulique. 3 grands ouvrages ont ainsi vu le jour pour répondre à un double objectif: protéger la plaine du Roussillon des dévastations causées par les inondations et stocker suffisamment d'eau pour soutenir le débit des cours d'eau et l'irrigation durant les mois secs d'été. Seule la vallée du Tech ne dispose pas de barrage. Les études réalisées ont révélé l'absence de sites propices à la construction d'un tel ouvrage, dû à l'instabilité de la roche. Aujourd'hui, le changement climatique exacerbe les défis liés à la gestion de l'eau, avec des précipitations en baisse et une augmentation des besoins en eau, due à l'élévation des températures et à l'évaporation accrue. La pression sur cette ressource vitale s'intensifie. Les sécheresses intenses des 2 dernières années nous poussent à réfléchir, à innover, à adapter nos usages et nos pratiques. L'enjeu, préserver cette ressource indispensable pour notre avenir. Voilà, donc ça donne une petite idée de ce qu'on a produit comme petits outils. On en a d'autres, par exemple sur les barrages, on est en train d'en construire d'autres au fur et à mesure, notamment un jeu sérieux qui s'appelle Territoire Résilient. Voilà, je vais y revenir sur la suite de la présentation. Sur la sécheresse, la première chose, c'est que les sécheresses en climat méditerranéen ne sont pas une nouveauté. Elles sont cycliques, irrégulières, mais elles reviennent de temps à autre. Et ce qui est en revanche manifeste, si on prend par exemple le graphe que vous avez sous les yeux, là c'est la surface de pourcentage de sol sec chaque année depuis 1959 jusqu'à 2023. On voit très vite que dans les années 50-60, on était plutôt autour de 5% de sol sec quand on avait des épisodes de sécheresse. On voit bien la fluctuation, il y a du sec, du pluvieux. En revanche, on voit que dans les années 2010, on est plutôt autour de 15%, et on voit que sur 23-24, on est 35%, et même, on a même passé 40% de sol sec dans les Pyrénées-Orientales. Donc, quelque chose qui a toujours existé, mais quelque chose qui va s'amplifier. Autre élément, par exemple, autre métrique pour s'en rendre compte, là j'ai pris un piézomètre. Le piézomètre, c'est l'appareil qui sert à mesurer le niveau des nappes phréatiques, donc sous le sol. Et là j'en ai pris vraiment un lambda, c'est pas un spécialement en danger, il y en a qui font vraiment beaucoup plus peur que ça, il est à Bonpass.
Et donc c'est la nappe du Pliocène, de la plaine du Roussillon, dans lesquelles on puise 75% par exemple de l'eau potable. Et on voit là, depuis 1980 jusqu'à 2024, une baisse d'1,30 m sur un niveau qui est autour de 11-12 mètres, donc quelque chose qui est quand même assez substantiel. Si on s'intéresse juste en quelques mots à la sécheresse de 2021-2025, j'aurais dû corriger puisqu'elle n'est pas tout à fait finie comme je vais vous l'expliquer du tout. La première chose, c'est qu'effectivement, on a eu un fort déficit de précipitations cumulées, mais qui n'était pas quelque chose que historiquement on n'avait jamais connu. Par exemple, les anciens parlent souvent d'une très grande sécheresse dans les années 1920, 1925, 1930, quelque chose qui aurait duré quasiment 5 années. En revanche, c'est le point sur lequel il faut vraiment que vous reteniez les éléments, c'est le plus 1,8 degré. On a une température en fait maintenant qui est plus élevée tout le temps, et donc ça a des conséquences immédiates sur le cycle de l'eau et finalement l'eau dispo et la sécheresse des sols. Revenons sur les précipitations rapidement. Vous avez là en fait les années type septembre-septembre. En pointillé, la moyenne des années 91-2020. Vous voyez que 2021-2022, par exemple, correspond à cette moyenne. Vous avez les deux saisons de pluie, donc septembre-septembre de 22-23, 23-24. On est à moins de la moitié. C'est-à-dire là où on avait un peu plus de 500 mm en moyenne sur le département, il y a une grande variabilité sur les endroits, on est descendu à moins de 250. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir 2025 depuis septembre 24, que vous avez sur le graphe de droite. Et donc sur ce graphe de droite, on se rend compte, on a eu l'impression tous qu'on était sur une année très pluvieuse, parce qu'on adapte vite en fait notre référentiel. Néanmoins, on se rend compte qu'on est sur une année moyenne en termes de pluviométrie. Et par exemple, au 1er juin, où nous sommes en moyenne départementale sur un très léger déficit de 3%. Et là, avec le mois de juin que nous avons connu, on va repasser encore sur un déficit plus prononcé. Donc même en termes de précipitations strictes, on n'est pas sur une année exceptionnellement pluvieuse. La question de la température est vraiment clé, au-delà. Le 1,8 degré supplémentaire, il n'est pas comparé à l'ère pré-industrielle, il est comparé à 1980-2010. Ce qui veut dire que l'année était substantiellement plus chaude que juste les années précédentes. Ça correspond bien à l'augmentation des extrêmes que l'on constate comme une des conséquences du changement climatique plus large. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il faut bien imaginer que c'est une moyenne annuelle. Et sur un climat méditerranéen, on va avoir un peu plus de douceur en hiver, mais on va surtout avoir des pics de chaleur beaucoup plus forts en été. C'est exactement ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Les conséquences sur les nappes phréatiques, qui sont très importantes sur l'usage et en fait l'habitabilité du territoire des Pyrénées-Orientales, sont assez fortes. Ce que vous avez là, c'est l'évolution des cartes. Les couleurs sont assez évidentes. Depuis janvier 22 jusqu'à décembre 23, et vous avez 1er juin 25 à droite. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre à la fois qu'évidemment les niveaux de ces nappes ne cessent de baisser, puisqu'au départ on a juste quelques alertes. Jaune, ça doit être vigilance, vert c'est vigilance, jaune c'est alerte, orange c'est alerte renforcée, rouge c'est crise. Et à la fin, on a quasiment tout qui est en crise et en alerte renforcée. Et on a atteint ce stade alors même qu'on était au niveau de gestion de crise le plus élevé qu'on peut faire dans un département pendant plus d'1 an. C'est-à-dire que depuis l'été 2022, on est au maximum de restrictions sur l'irrigation agricole, sur par exemple le fait de laver sa voiture, sur le fait d'utiliser sa piscine, sur le fait d'arroser les espaces verts, etc. Heureusement qu'on a fait tout ça collectivement, parce que ça nous a permis d'arriver à des situations de crise, mais sur lesquelles on n'a pas encore complètement, je ne sais pas comment on dit, l'équivalent de crever le plafond en bas, percer le plancher. Aujourd'hui, avec les pluies de début d'année, et pour celles notamment qui sont arrivées avant la période végétative, certaines nappes ont récupéré, d'autres pas encore du tout. Notamment, on voit celle des Aspres ou celle de l'Agly qui sont encore en crise aujourd'hui. Et les niveaux de restriction qui avaient été légèrement allégés au début du mois précédent viennent d'être à nouveau renforcés parce qu'on se rend compte avec la température qui s'élève et l'absence de pluie sur juin qu'on revient dans une zone de fragilité. Et ce n'est pas très surprenant de constater que des nappes qui mettent 2-3 ans à atteindre des plus bas historiques, qui sont vraiment historiques, je veux dire, ce n'est pas uniquement graduel, on a vraiment fait des marches incroyables, il y a des instruments de mesure qui se sont retrouvés sans eau. Ils étaient en dessous même de leur capacité de mesure. C'est évident qu'il va falloir plusieurs années de pluviométrie au bon moment, de pluie au bon moment, pour réussir à récupérer les nappes complètement. Dans les éléments qui nous ont été portés à connaissance dans le cadre des journées sécheresses, je finirai là-dessus. Donc j'ai parlé du rôle majeur de la température. Juste rappeler aussi ce qui a été expliqué lors d'une question. Donc 1 degré de plus de l'atmosphère fait que l'atmosphère s'équilibre avec 7% d'humidité en plus. Donc globalement, il y a la même quantité d'eau à l'échelle de la planète et à l'échelle locale, mais l'eau, elle est plus en l'air que dans les sols, dans les plantes et dans les nappes. Ça, c'est un système sable. Et une fois qu'il y a énormément de température en plus, ça a été expliqué aussi, à un moment, le sel est tellement sec, en fait, on n'arrive jamais à saturer. Donc dès que de l'eau est disponible, en fait, elle est pompée pour réussir à rejoindre l'atmosphère, au sens l'ensemble de la colonne d'air, pour s'équilibrer. Néanmoins, on voit aussi qu'on a moins d'eau atmosphérique, donc c'est moins de pluie, mais c'est aussi moins de neige. Il faut imaginer qu'un département,
mais globalement, c'est des choses sur lesquelles on aimerait mieux ne pas aller, parce qu'on va toucher justement le moment où l'adaptabilité devient complexe. Donc il faut à la fois que l'effort d'atténuation globale fait qu'on ne va pas trop sur la droite, et en même temps, en termes d'adaptation, tous nos usages, nos systèmes, notre aménagement, il doit commencer à pouvoir prendre en charge au moins le 2 degrés, 2,5 degrés, qui sont pas certains, mais disons d'une très très forte probabilité d'ici 2050, voire 2080. J'ai reculé, je repars dans l'autre sens. De façon très précise, on a eu aussi Wolfgang Kramer qui nous a présenté des travaux d'une thèse de 2021 de Camille Labrousse. Je vous raconte en 2 minutes ce graphe. La conséquence, en fait, c'est la partie de droite, la colonne de droite, qui s'appelle en fait l'eau disponible, water discharge. C'est l'eau qui coule dans les rivières, avec cette idée que l'eau, soit elle va à la mer, soit elle s'infiltre dans les nappes, soit on l'utilise pour irriguer ou pour la consommer. Et donc, globalement, c'est une assez bonne approximation de l'eau disponible dans un système. Et en fait, ils ont calculé dans cette thèse, Camille Labrousse a calculé quelle était la résultante d'un combo entre les modifications des températures, colonne de gauche, et les modifications des précipitations, colonne du milieu. Ça semble assez logique, après tout ce que je vous ai dit. La première ligne, c'est un scénario modéré. On aimerait bien réussir à tenir celui-ci. Ce n'est pas le 2 degrés des accords de Paris, on est sans doute un petit peu au-dessus, mais on aimerait bien avoir celui-ci. Le 8,5 en dessous, c'est le scénario vraiment du pire. Il y a peu de chances qu'on y arrive, mais il faut quand même qu'on soit vigilant. Ce que l'on voit, c'est que les températures, donc là on est sur des chiffres en évolution 2006-2100. Donc les températures prendraient encore près de 2 degrés d'ici 2100 dans le scénario modéré, plus de 4 à 5 degrés en plus de ce que l'on a aujourd'hui dans le scénario pessimiste. Les précipitations, ça correspond un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas une énorme variation. Néanmoins, il faut imaginer que la saisonnalité est très forte. Donc, en gros, elle ne tombera pas au bon moment. Elle tombera peut-être de façon extrêmement brutale en hiver. Et on n'en aura pas pendant des longs mois de sécheresse en été. Et ce qui est très impressionnant, c'est quand même les chiffres sur la droite, puisqu'on voit que dans un scénario qu'on espère réussir à tenir, scénario optimiste aujourd'hui, on aurait quand même encore 30% en moyenne sur les 3 fleuves, ça monte jusqu'à l'Hérault, mais sur les 3 fleuves des Pyrénées-Orientales. Donc ça veut dire des fleuves qui, en été, auraient des étiages assez substantiellement plus faibles. Et dans le scénario vraiment du pire, on aurait moins 80, moins 90% d'eau disponible dans ces rivières, ce qui veut dire des assecs presque chaque année. Donc en tout cas, il faut qu'on essaie à la fois en termes d'atténuation tous de rester au plus près du scénario du haut, et il faut là aussi qu'on pense notre aménagement, les équipements, ce dans quoi on investit pour tenir dans ce type de chiffres. Sur la partie incendie, ce n'est pas très compliqué d'imaginer que si les températures augmentent, la sécheresse des sols augmente et qu'en plus on est dans un département qui a du vent, on a un risque incendie qui a tendance un petit peu à croître lui aussi. On est climat méditerranéen, on est un département qui est soumis au risque incendie historiquement. Le feu de référence reste le très très grand feu sur les Aspres de 1976, qui a été lié à la sécheresse d'alors, qui a donné lieu à tout un ensemble de politiques pour justement être meilleur dans la gestion de crise. Néanmoins, on constate des choses assez claires. On a une extension de la période du risque. On peut rappeler par exemple le feu de Cerbère en avril, qui a quand même brûlé 1000 hectares à la frontière avec l'Espagne, beaucoup plus tôt que les saisons de feu que l'on connaissait d'habitude, et dans une zone qui n'était pas que boisée. Heureusement, d'ailleurs, les vignes ont eu des aspects coupe-feu très forts. Et donc, j'en parlais tout à l'heure en citant le maire Samuel Molly. Donc, le feu de Saint-André sur août 2023, plutôt hors zone forestière pour une très grande partie, et avec une très très large difficulté à l'interrompre. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, et on a fait le rétex avec donc, le SDIS et l'ONF, avec des vents très tourbillonnants qui ont rendu très difficile, et on est passé très près en fait. On s'est fait très peur ce jour-là, avec des feux un petit peu, en faisant un parallèle un peu osé, mais les énormes incendies de Los Angeles, qui est également un climat méditerranéen récent, rappelaient un petit peu les éléments de vent tourbillonnant, de vortex, etc., qui avaient été expliqués par le colonel des pompiers lors du rétex. Autre point important à avoir en tête sur la question du risque incendie dans le cadre du changement climatique, c'est qu'il n'y a pas que le littoral méditerranéen qui est concerné par cette évolution. Ces cartes, elles montrent donc l'évolution des territoires avec une coloration qui donne le nombre de jours à risque modéré ou plus du risque incendie. Donc en gros, quand vous êtes jaune, vous êtes autour de 80-90 jours. Quand vous êtes noir complet, c'est 300 et bleu, c'est 0. On devrait, à la fin du siècle, avoir assez vite plus de la moitié des jours de l'année qui sont en risque modéré ou plus. Donc ça, déjà, il faut qu'on s'y prépare en termes à la fois d'entretien pour que les feux ne partent pas, de gestion de crise, etc. Mais ce qui est intéressant à travers ces cartes, c'est de se rendre compte qu'une grande partie du territoire métropolitain va être concernée par une augmentation du risque incendie, notamment toute la partie ouest, avec des sécheresses qui seront notamment sur la Bretagne, la Vendée. Et ça a une incidence assez directe sur notre façon de fonctionner, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des renforts substantiels de moyens par des départements qui ne sont pas touchés en même temps que nous,
quand on a des épisodes d'incendie très forts. C'était vrai en 2022 en Gironde, par exemple, on est allé envoyer des moyens là-bas. C'était vrai en 2023, on a des gens jusqu'à de la Marne qui sont venus pour certains des incendies. On n'aura pas la même capacité de mutualisation de moyens avec ça, donc là aussi, il faut que ce soit pris en charge et réfléchi. Autre élément qui est important à avoir en tête, c'est vrai pour absolument toutes les espèces, mais on a une évolution avec les températures et le climat de la biogéographie, c'est-à-dire où les espèces sont heureuses d'habiter. Là, typiquement, par exemple, vous avez des cartes qui montrent, c'est des cartes que nous avait présentées Serge Jacquat, entre 2000 et 2100, où on trouvera du chêne vert méditerranéen. Aujourd'hui, il est, comme son nom l'indique, en Méditerranée, sur le littoral. En 2100, il ne sera plus sur le littoral parce que les conditions ne seront plus satisfaisantes et il aura migré sur des tas de zones où il trouvera quelque chose qui correspond à son milieu naturel. Très bien pour lui. Simplement, pendant toute la période, ça veut dire qu'on aura énormément de forêts qui vont périr. Et donc, ça fait énormément de combustible disponible avec des éléments contextuels de risque incendie important. C'est vrai, hein, la d'épinède, etc. On a beaucoup d'arbres qui souffrent et qui ont souffert, avec, comme c'était rappelé par je ne sais plus lequel des intervenants, souvent un effet retard. C'est-à-dire que ce n'est pas instantanément que l'arbre meurt l'année suivante. Parfois, il a encore le temps, une espèce de geste de bravoure pour disséminer une dernière fois des graines, et puis il meurt 3-4 ans plus tard. Ça, c'était aussi un exemple de ce qu'on a utilisé. Et là, j'ai pris Saint-André parce qu'on était sur Saint-André. C'est simplement aller voir si vous êtes intéressé, Climadiac Commune. Hein. Il y a plein de petits outils produits par Météo France sur la base des modèles qui sont vraiment très utiles et très faciles d'accès. Là, j'ai pris 2 indicateurs, par exemple, nombre de jours significatifs avec feu de végétation dans les différents scénarios. On est à 40 aujourd'hui, voilà où ça nous mène. Nombre de jours annuels très chauds, plus de 35 degrés, voilà ce que ça donne. Il y a plein d'autres indicateurs comme ça qui permettent de se faire une idée où vous habitez, des conséquences. Sur la partie inondation, c'est un peu le corollaire naturel du climat méditerranéen. On a donc une Méditerranée qui s'échauffe, ça a été rappelé par pas mal de personnes, et une énorme évaporation en fin d'été. À un moment, il y a des conditions propices qui font qu'il y a de l'air froid qui arrive en altitude, et les conditions sont réunies pour que l'ensemble de la masse d'eau humide puisse tomber. On a un exemple très récent à Valence, gouttes froides qui arrivent, et inondation très dévastatrice avec beaucoup de morts. On est un département qui connaît ça. On a même toujours le record national de la plus forte précipitation en 24 heures mesurée. Il est tombé 1 mètre d'eau le 17 octobre 1940 lors de cette aiguette à Saint-Laurent-de-Cerdan. Mesuré avec vraiment un truc. On a 1 mètre d'eau qui est tombé. Pour vous donner une idée, 1 mètre d'eau sur Valence, lors des dernières inondations dévastatrices, il est tombé 600 mm. Et quand il y a eu la Vésubie, il est tombé 500 mm. Voilà, ça vous donne une idée, 1 mètre d'eau, ce que ça peut être. Et là, vous avez par exemple différentes variantes de précipitations. Donc, je ne sais pas où est le pointeur, par ici. Non, ouais. Là, vous avez au cours du XXe siècle, 1915, 1940, 86. Donc, on connaît ça. Simplement, ça change, un petit peu comme la partie incendie. De la même façon que l'air chaud capte plus d'humidité. Donc, tant que les conditions ne sont pas réunies pour le saturer, et pour faire que la condensation amène la pluie, ça va amener de la sécheresse. En revanche, quand les conditions sont réunies, d'une certaine façon, il y a plus d'eau qui peut condenser en l'air et qui peut tomber. Donc c'est les mêmes phénomènes qui peuvent à la fois accroître la sécheresse et accroître les phénomènes d'inondation par des pluies torrentielles. C'est déjà confirmé. Il y a des travaux, donc, par exemple, de RIB en 2017 qui montrent sur les Cévennes, qui ont aussi le même type de phénomène méditerranéen, une augmentation de 22% constatée, donc là pas projetée, constatée, sur les 50 dernières années d'intensité moyenne des précipitations. Nous, dernier épisode important, pas extraordinaire mais important, c'était Gloria en 2020 qui a fait un certain nombre de dégâts. On voit aussi par exemple, et c'est quelque chose qui a été rappelé à certains moments, un décalage de la saison de la pluie vers le printemps, en tout cas vers l'hiver et de plus en plus vers le printemps. Gloria par exemple c'était fin janvier, donc on a des ouvertures de périodes potentielles qui sont plus larges en termes de saisonnalité. Submersion marine, recul du trait de côte. Je vais aller assez vite parce que je pense qu'on a déjà eu plein d'éléments juste avant. Globalement, la mer se dilate, elle monte, les glaces fondent, ça rajoute de l'eau. En plus, on a une évolution du rythme des tempêtes et il nous avait bien été expliqué par Raphaël Certain qu'il s'orientait davantage sud. Donc, ça peut davantage grignoter le trait de côte d'une part et créer des phénomènes de submersion. Aujourd'hui, on est à plus 20 cm par rapport à l'ère pré-industrielle et c'est quelque chose qui se poursuit à un rythme assez élevé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau là encore. Le Raku, 2 images à 40 ans d'écart. En 82, c'était la dernière tempête entre guillemets extrême, c'est-à-dire de retour centenal. Et on voit qu'elle avait fait des dégâts assez colossaux. On n'a pas connu encore ce même niveau d'intensité au sens statistique de tempête. Mais par exemple, Gloria en 2020, vous voyez l'image, qui n'était pas une tempête extraordinaire d'un point de vue statistique. Elle fait quand même des images assez fortes.
Pour notre littoral, donc l'érosion côtière a été expliquée, les risques de submersion ont été expliqués. Je soulignerai juste quelque chose qui est pas particulier à nous, mais qui est important à avoir en tête, c'est vraiment le risque d'intrusion saline que fait peser cette augmentation donc, du niveau de la mer sur l'aquifère, notamment Pliocène, dont on dépend à 75% pour l'eau potable. On a moins de pression parce qu'on a tendance à trop pomper dans la nappe phréatique. On est en déficit quantitatif d'à peu près 30 millions de mètres cubes par an sur le territoire des Pyrénées-Orientales. Et en même temps, la mer monte de l'autre côté. Donc il y a toujours un risque que le biseau salé rentre et pollue de façon définitive, pollue au sens, il faudra la traiter de façon assez complexe. Et ça poserait aussi d'autres difficultés pour tout ce qui est végétal. Un élément important qui a été bien souligné par Raphaël Certin, c'était les mêmes chiffres que j'ai utilisés puisqu'ils viennent aussi des travaux de l'UPVD, c'était donc le fait qu'on a aussi on a augmenté très fortement la carence sédimentaire. C'est-à-dire non seulement la mer monte, mais en plus on enlève énormément de choses sur les côtes ou on empêche les côtes de se recharger en sédiments, c'est-à-dire en sable. Il y a un effet barrage. Maintenant, on fait du transfert sédimentaire sur les barrages, mais clairement, les barrages qui étaient là pour limiter le risque d'inondation fait qu'on n'a pas des inondations un peu dévastatrices, comme sur le Nil équivalent. Hein, je veux dire. À l'époque, il faut imaginer que pendant l'aiguade de 40, le lit de la Tête, qui est aujourd'hui le long de Canet, sortait à Sainte-Marie. C'est-à-dire le jour de l'aiguade de 40, la Tête a bougé de 1,5 km. Donc il faut imaginer la puissance en termes de transport de matériaux de ces événements. C'est contre ça qu'on voulait se protéger, mais ça a des conséquences. Deuxième chose, on a pris dans les rivières pour construire la côte, la totalité des infrastructures, des maisons, etc. Et par exemple, on a pris l'équivalent de 400 ans de dérive littorale dans le TEC pour construire l'ensemble de la côte qui était directement en dessous. La dérive littorale, ça a été évoqué aussi, donc c'est des conditions de courant le long, et je ne reviens pas dessus, on crée des points de blocage, ça crée localement des phénomènes d'accrétion et de recul. Et donc, c'était l'étude qui était évoquée par François Xavier avant. Donc là, il a expliqué vraiment les chiffres locaux. Ça, c'est les études qui étaient sorties de l'étude CEREMA à 2050-2100. Les chiffres à 2050 sont quasi certains, au sens où on est sur un scénario moyen avec la totalité des systèmes de défense maintenus. Donc là, par exemple, j'ai pris seulement les maisons d'habitation, mais il y a tous les éléments qui sont dispo en ligne, hein, les activités économiques, etc. On n'est pas les plus à plaindre, hein, je veux dire, à l'échelle du territoire national, mais on a quand même 260 maisons et habitations qui vont être menacées et qui devront sans doute être relocalisées. Ça se voit aussi, par exemple, en termes de submersion marine. On aura des territoires qui vont être définitivement noyés et qui ont été assez finement modélisés. Et on le voit aussi, et c'est une composante importante du tourisme, sur la diminution de la surface de plage, qui est là aussi pas équitable, hein, selon l'endroit où on a posé les points durs sur lesquels la dérive littorale s'appuie. Mais on pense qu'on perdra, on pense de façon assez certaine, hein, qu'on perdra entre 120 et 180 hectares de plage d'ici 2050, avec certaines communes qui vont être particulièrement touchées. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, on peut se rappeler, Toreil, il y a un club de plage, par exemple, qui était historiquement sur la plage, qui a dû se relocaliser cette année parce qu'il n'avait plus la place, simplement. Ça, c'était une autre illustration, et puis j'aurais fini sur la partie diag. C'est par exemple à quel horizon temporel on va reprendre 20 cm selon les différents scénarios de réchauffement. Donc en gros, on sait qu'entre 2045 et 2055, on aura repris 20 cm. Je dis repris parce qu'on a pris 20 cm depuis le début de l'ère pré-industrielle. Là, on va prendre 20 cm de plus en 30 ans. Pour information, par exemple, Port-Vendre, vous avez peut-être vu les infrastructures en cours, on construit à 1 mètre de plus de façon à ce qu'elles soient compatibles avec les prévisions d'élévation du niveau de la mer de fin d'année. On rehausse les quais en place. Après, la question a été posée, pourquoi on ne fait pas ça pour beaucoup plus? Parce qu'à un moment, on construit des infras pour 80-100 ans et qu'à un moment, on les reprendra. Mais je veux dire, on ne va pas construire pour un horizon de 2750. On aura plein d'autres choses qui vont se passer d'ici là. Ça aurait peu de sens en termes d'investissement. Donc, quelles sont les solutions? On a fait plein de cartes solutions. On a fait un livret qui rappelait tout ce que le département faisait à date, qui reprenait ce qu'on a produit dans les vidéos. Là aussi, c'est dispo en téléchargement sur le site du département. Globalement, il y a des grandes familles. Je ne vais pas rentrer dans les solutions, mais c'était une meilleure prévision des phénomènes. Donc, ces journées-là, l'ensemble du corpus scientifique vraiment nous aide à le faire, hein, limiter l'incertitude. Il faut qu'on adapte l'aménagement du territoire. On parle maintenant de ménagement du territoire. C'est-à-dire on n'arrive plus à aménager. Il faut vraiment qu'on lui apprenne. C'est un peu, on retrouve les compétences de soins du département. Il faut qu'on poursuive l'adaptation des usages et des activités. Et notamment, il faut qu'on accompagne les transitions. Certaines sont difficiles, des virages sont difficiles. Les gens sont rarement de mauvaise volonté. Ça arrive, mais rarement. C'est simplement pas toujours évident de prendre les virages. Il faut qu'on voit comment on peut optimiser et réduire les ressources limitées. On pense à l'eau, bien sûr, notamment sur le département. Toute une question de sensibilisation auquel participent, par exemple, une journée comme celle-là, et être au plus fin possible sur les gestions de crise nouvelles formules, c'est-à-dire des nouvelles crises qui seront encore plus fortes, pour essayer justement d'avoir le minimum de conséquences. Et donc pour tout ça, on partage et on essaie de mobiliser. Les objectifs globalement, donc, c'est de fédérer assez largement des acteurs autour d'objectifs pour réussir à
à la fois limiter la vulnérabilité, hein, c'était quand même un sujet important. Il faut qu'on parvienne à proposer un projet qui soit quand même politiquement intéressant. Et donc, l'idée de maintenir la qualité de vie, de maintenir le cadre de vie, ça ne veut pas dire maintenir la même vie. Mais il faut quand même qu'on arrive à projeter quelque chose dans lesquels les gens se trouvent heureux de s'imaginer. Il faut qu'on parvienne à développer, à soutenir les activités vers des nouvelles formes qui soient adaptées ou qui soient en tout cas robustes à la transformation, et il faut qu'on accompagne les transformations nécessaires. J'insiste beaucoup là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui plante des pêchers aujourd'hui, pêcher c'est consommateur, hein, je vois M. Cabrol qui est là, c'est consommateur d'eau. S'il veut passer sur une autre culture, c'est des arbres qui mettent un certain temps à pousser. Ça veut dire que pendant un temps, il n'a plus de revenus et il faut qu'il aille sur autre chose. Donc il faut qu'on réfléchisse par exemple à ce type d'éléments. C'est à la fois basique, mais ça rentre dans la discussion. Et donc il y a vraiment une question, et ça fait partie du plan résilience eau auquel le département est associé évidemment, qui est piloté par l'État, de dessiner une trajectoire soutenable d'usage et d'économie de la ressource en eau. L'ensemble de ces orientations, elles ont été traduites en fait, et cette présentation que je vous fais là a été faite dans le conseil départemental le 30 janvier de cette année, avec une délibération cadre qui donc résumait un petit peu les principaux enseignements et dessinait 4 axes d'orientation. Un axe sur la sensibilisation, dont ça fait partie, un axe autour des activités économiques, un axe autour des partenariats, on peut parler notamment du partenariat avec Mare Nostrum, et un axe autour des politiques publiques, notamment évidemment celles portées par le département. Je vais rapidement brosser quelques éléments sur lesquels on est en réflexion. Première chose, vers les habitants, donc on a fait les pages internet grand public LabOPO depuis le début de l'année, il y a eu les articles de l'Indépendant. On a ce jeu sérieux donc sur lequel on est en train d'aboutir avec une phase test de la version finale qui aura lieu lundi, et puis on espère pouvoir ensuite le déployer. On crée en permanence des nouveaux outils, par exemple on a fait des planches BD sur les idées reçues, on est en train d'adapter une fresque du climat spécifique aux Pyrénées-Orientales, on avait travaillé avec nos partenaires au sud dans le cadre d'un projet transfrontalier qui s'appelle Ectadapt, à construire des jeux. Il y avait un jeu des 7 familles autour du climat, il y avait un escape game, etc. On voudrait les mettre à jour. Et donc c'est à la fois travailler et utiliser ces outils dans une perspective d'éducation à l'environnement et va être lancé par le conseil départemental, plus largement que cette question LabOPO, un dialogue citoyen, de voir quel est le territoire désirable, désiré, une fois qu'on a également pris en charge l'ensemble de ces transformations à l'œuvre. On travaille aussi avec les jeunes, avec les collégiens. Par exemple, c'est un des sujets que l'on a injecté aujourd'hui dans l'Assemblée des collégiens. Il y a eu une première séquence de travail où on a présenté l'ensemble. Il y aura un deuxième atelier à la fin de l'année. Et puis, il y aura un séjour avec un atelier sur une journée au milieu de l'année 2026. On a fait des présentations à l'université dans le cadre des journées TEDS, c'est Transition écologique de l'enseignement supérieur, pour sensibiliser notamment les étudiants des 2 premières années. Et puis par exemple, là, on a Génération 66, qui est un grand événement sportif à l'Arao, qui nous a demandé d'avoir quelqu'un pour un peu une présentation, une animation. On travaille vers les agents du département. Donc là, on a aussi les pages grand public, mais on a fait aussi un dossier spécial dans la communication interne. On a les planches de BD. Ils servent de test à pas mal de nos outils, par exemple le jeu sérieux. Le jeu sérieux Territoire Résilient, c'est en fait l'idée de jouer plusieurs années avec des événements climatiques qui se passent et on fait des choix et on est dans la peau des décideurs. Et donc, à la fin, celui qui a construit le territoire le plus résilient, donc ça peut être de la sensibilisation, de l'associatif, des infras, des projets, il y a un budget, etc., il gagne. Et donc, la question de la fresque du climat que j'ai évoquée. On a eu récemment, il y a 2 semaines à présent, une journée entière, un séminaire entier avec tous les cadres, donc plus de 150 personnes pendant une journée où on a eu toute une conférence le matin autour donc, du changement climatique, notamment autour des questions des métiers du soin, de la solidarité et des questions de l'intelligence artificielle sur la transformation des métiers par Gilles Malpart de la structure Mavana qui nous a accompagnés comme animateurs lors des journées thématiques. Et l'après-midi, on avait construit des ateliers autour de la question de nos métiers demain dans des scénarios en fait qui vont être des scénarios qu'on connaîtra à travers les changements du climat. Et donc c'était de se dire, ok, on a réussi à trouver des solutions et finalement, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça ne se passe pas si mal quand on a une canicule longue, une sécheresse, un événement extrême, un incendie, un blackout, une pandémie type zoonose, Covid, etc. On est en discussion pour voir avec les grands acteurs des filières économiques, donc agriculture, tourisme, comment on peut organiser des travaux, plutôt juste simplement de porter à connaissance et de voir comment les financements que l'on met pour ces différents acteurs sont bien conformes finalement à la nécessité d'adaptation des usages. Nous sommes nous-mêmes un acteur de la filière touristique, j'y reviendrai rapidement. Et donc, c'est de voir comment on pourrait collectivement poursuivre les engagements divers. À nouveau, les gens ne sont pas du tout à côté du sujet, mais comment on pourrait les poursuivre, par exemple,
travers des chartes d'engagement, un événement annuel, etc., pour construire cette dynamique d'une communauté. On souhaite poursuivre le développement de partenariats, notamment donc on remet au cœur cette question de l'adaptation au changement climatique avec la Catalogne. On avait eu donc des sujets directement liés au changement climatique il y a quelques années. Là, on en a aujourd'hui encore sur les questions incendies. On aimerait donc les remettre en tête de gondole. Mais on a aussi donc tout un ensemble d'échanges parfois existants de longue date, comme avec l'Université de Perpignan, sur lesquels on a tout un ensemble de partenariats, ou l'association Mare Nostrum. Mais là, par exemple, nous rencontrons le CEREMA, l'ADEME, les services de l'État, l'INRAE, etc., etc. J'en ai listé, il y en a d'autres, pour voir comment eux, déjà porter à connaissance cette démarche et voir comment on peut mieux aligner nos formations, notre prise en charge de projet, comment on peut aller chercher des outils qui sont déjà construits. On n'est pas là pour réinventer la roue, hein, c'est l'idée de les porter à connaissance au mieux. Et pour finir, l'adaptation des politiques publiques. Donc là, il y a vraiment un souhait d'accentuer encore l'exemplarité de la structure. On a reposé un plan de transition sur le volet notamment atténuation il y a 1 an environ, donc pour être conforme aux engagements 2030 que la France avait posés, avec l'idée qu'il y a toujours la trajectoire à 2050 qui passe par le moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre à 2040, sur lequel le président de la République a dit qu'il souhaitait remettre une discussion en place, ce qui interroge. Et on a aussi une grande réflexion aujourd'hui parce qu'en tant que département, à travers notre compétence de solidarité territoriale, on met énormément d'ingénierie et d'argent à disposition du bloc communal. Globalement, on met près de 20 millions d'euros vers les communes et les collectivités de communes pour qu'elles puissent financer leurs projets. Et on déploie tout un ensemble d'appuis en ingénierie. Et on aimerait, à travers cette réflexion, vérifier en fait qu'à la fois en termes d'ingénierie, ce que l'on fait nous, ce que font les autres partenaires sur le territoire, est le mieux adapté possible pour que les communes, qui sont une partie importante, communes et toute la chaîne, hein, je dis communes parce que l'EPCI est responsable par exemple de l'organisation, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire à travers les plans locaux d'urbanisme, puis les schémas de cohérence territoriaux. Nous, en tant que département, n'avons plus de documents prescriptifs de l'aménagement. Ce sont ces structures qui le sont. Donc c'est vraiment elles qui sont clés dans la façon d'organiser l'adaptation de l'aménagement du territoire à ce que l'on connaît. Et de façon plus anecdotique, parce qu'on commence par là, on a une réflexion qu'on initie avec tous nos sites naturels. On en a 7 en gestion, hein, juste à côté d'ici, il y a Poly, par exemple. Et beaucoup de sites historiques, Collioure, de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, le changement climatique? Certains sites, par exemple, sont dans des massifs qui sont très sujets à des risques incendies. Serrabonne, par exemple, le prieuré de Serrabonne. Comment on va réfléchir à adapter voilà, notre proposition à ces différentes choses? Et j'ai fini. Voilà, j'espère que c'était intéressant.